Si vous prévoyez acheter un condo et que vous ne voulez vraiment pas regretter votre achat, tomber dans des pièges ou simplement être insatisfait, la vidéo est pour vous. Aujourd'hui, je vous partage les erreurs les plus fréquentes que je vois à chaque semaine comme courtier immobilier depuis 2009. Des frais de copropriété qui sont trop beaux pour être vrais. Un couple récemment m'a appelé pour vendre leur condo à Laval. À l'époque, ils avaient acheté le condo puisque les frais de condo étaient vraiment plus bas que la moyenne. Leur frais de condo mensuel, 200 $ par mois au moment de l'achat versus la moyenne qui était entre 275 à 350 $ par mois. Puis ils avaient choisi le condo pour plusieurs facteurs, mais ça, c'était quelque chose qui les interpellait beaucoup. À ce moment-là, c'était vraiment une bonne affaire pour eux. Mais un an plus tard, ils reçoivent une cotisation spéciale à payer de 5 000 $ pour refaire la toiture. Mais qu'est-ce qui s'est passé en coulisses? En fait, c'était super simple. C'est que le fonds de prévoyance était presque à zéro. Il restait un petit montant, mais ce n'était pas suffisant pour payer la totalité de la toiture, donc des cotisations spéciales pour tout le monde à payer. Non seulement ça, quelques mois après avoir acheté le condo, les frais mensuels de copropriété, les frais de condo, sont passés de 200 $ à 300 $ par mois. Et d'autres augmentations significatives ont suivi dans les années à venir. En quelque sorte, ils ont hérité de la mauvaise gestion financière du syndicat. Depuis la loi 16, les syndicats doivent mieux planifier, mais beaucoup sont encore en retard. L'objectif de la loi 16, c'est qu'elle veut protéger les droits des acheteurs, et c'est bien, elle veut corriger le problème de sous-financement chez plusieurs syndicats de copropriété et également financer l'entretien futur. Donc, avant d'acheter, il y a beaucoup de documents financiers importants que vous devez étudier attentivement. Les états financiers, les procès-verbaux des réunions des assemblées et beaucoup d'autres documents, notamment le carnet d'entretien, l'étude du fonds de prévoyance. Si vous prévoyez acheter ou vendre une propriété telle qu'un condo, par exemple, ne vous gênez pas, là. Contactez-nous par courriel, par téléphone et avec mon équipe, on vous accompagnera de A à Z pour que l'achat fasse du sens et vous éviter des pièges comme ceux-ci. Vous nous écrivez, vous nous appelez, puis on se rencontre en personne ou en Zoom et on vous accompagne de façon extra rigoureuse. La prochaine erreur que je vois souvent, une bonne unité de condo, mais qui vient avec un mauvais syndicat de copropriété. J'ai une cliente qui me partageait qu'elle avait trouvé un 4,5, un condo de 2 chambres à Blainville, sur la rive nord de Montréal. Tout semblait vraiment parfait. Mais là, elle me partage, elle me dit, Gabriel, a dit, tout était bien jusqu'à temps que je réalise que le syndicat de copropriété ne répondait plus depuis 6 mois. C'était le status quo. Et personne semblait vouloir prendre les rênes des différents postes. Que ce soit le président, il ne répondait plus parce qu'elle allait bientôt vendre. La vice-présidente, même chose. Le trésorier, en fait, il n'y avait plus de relève. Les personnes en place au syndicat de copropriété semblaient vraiment fatiguées. Ils avaient abandonné leur rigueur dans la gestion, sachant qu'elle allait bientôt vendre. Comme la gestion externe n'avait pas passé à la dernière assemblée, bien là, il était dans une impasse. Il manquait de relève pour les postes clés du syndicat de copropriété. Quel a été le résultat? Bon, évidemment, il y avait un climat tendu entre les différents copropriétaires. Les gens qui avaient essayé de vendre, mais là, c'était difficile parce que les gens investiguaient pour se rendre compte qu'il n'y avait pas de relève. Et là, ça rendait le processus de vente vraiment difficile. Et ça peut évidemment, ultimement, nuire à la valeur marchande des unités. S'il y a des potentiels acheteurs qui réalisent, OK, minute, là, je veux acheter, m'embarquer dans ce processus d'achat-là pour me rendre compte qu'il y a plein de points d'interrogation partout et qu'il n'y a pas de direction claire, je vais en acheter un autre. Et s'il y a plusieurs condos qui se mettent en vente et qui ne se vendent pas, bien là, ça peut faire baisser la valeur marchande. Donc, lorsqu'il y a un manque de leadership clair au sein du syndicat ou qu'il manque de volontaires pour s'occuper des postes clés, comme président, trésorier, vice-président, ça peut définitivement nuire à plusieurs égards. Dans votre étude des documents de copropriété à étudier avant d'acheter, prenez l'habitude de lire les procès-verbaux afin de voir si l'équipe de gestion du syndicat de propriété est toujours en place ou si, au contraire, il y a plusieurs postes qui vont devenir vacants. Là, vous allez découvrir si la gestion est faite par un professionnel à l'interne, par exemple par un comptable qui gère le tout à l'interne. Ça serait bien, ça serait le scénario idéal. Ou si c'est géré à l'externe par une compagnie qui fait le tout moyennement des frais. Ou si c'est fait par des bénévoles qui sont un peu fatigués, qui veulent quitter le navire. La prochaine erreur, les règlements de condo. Ce que vous ignorez au moment de l'achat peut vraiment vous nuire en cours de route. J'ai un jeune acheteur à Montréal. Il venait de se séparer dans une maison. Et donc, il se sépare et décide d'acheter un condo. Et là, ce qui est important pour lui, c'est d'avoir une place où les chiens sont acceptés parce que son chien l'aide à traverser la séparation. C'est vraiment important pour lui. Donc, il visite quelques unités et lorsqu'il fait la visite, il demande à un des copropriétaires qui croise dans le passage, est-ce que les chiens sont acceptés?
Le copropriétaire lui mentionne « Ah, les animaux sont acceptés, pas de problème. » Donc, il décide d'acheter le condo. Il ne va pas plus loin que ça. Pour se faire dire un mois après le déménagement que son chien excédait le poids maximal et qu'il devait s'en départir. Et lui, ça a été vraiment une situation vraiment crève-cœur pour lui parce qu'il venait juste d'acheter, il ne voulait pas perdre de l'argent en vendant tout de suite, fait qu'il a dû remettre son chien à son ex-conjointe et ça lui a brisé le cœur. L'autre anecdote touchant les règlements, j'ai un type qui fait les rénovations chez moi lorsque j'ai besoin de faire toutes sortes de travaux. Lui, dans le domaine de la construction, et il a acheté, il y a peut-être un an qu'il me disait un condo sur la rive sud de Montréal, un condo qui avait été construit en 2001. Comme l'acheteur en question est entrepreneur en construction, il achète avec le but de rénover à son goût. À sa deuxième semaine lorsqu'il aménage, quelqu'un cogne à la porte, toc, 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 pour l'aviser, monsieur, vous devez arrêter immédiatement et vous conformer au règlement quant aux rénovations à l'intérieur de votre unité. Mais là, lui, il découvre qu'il doit attendre l'approbation du syndicat. Et là, ça a retardé évidemment ses rénovations, puisqu'il a dû attendre une autre 2 semaines. Et non seulement ça, il a réalisé que les rénovations devaient être de 9 h le matin à 16 h. Ça, c'est la plage horaire permise, seulement 2 semaines. Pas les soirs, pas les fins de semaine. Et non seulement ça, tous les travaux doivent être faits par des entrepreneurs qui ont été au préalable approuvés par le syndicat de copropriété. Il doit réserver les ascenseurs pour s'assurer que telle date, de telle heure et telle heure, je vais les utiliser, cet ascenseur précis-là, pour monter le matériel pour mes rénovations. Dans les deux cas, celui qui a acheté avec son chien et celui qui a acheté pour rénover, ils se sont sentis vraiment limités dès les premières semaines. Donc, avant toute promesse d'achat, lisez la déclaration de copropriété. Lisez également la liste des règlements, savoir si elle existe. Puis si vous avez des questions additionnelles, posez-les précisément au syndicat. Attendez des réponses noires sur blanc dans un courriel que vous allez pouvoir mettre dans votre dossier. La prochaine erreur, ne pas faire inspecter avant d'acheter. J'ai un acheteur de la Naudière, pas très loin de Terrebonne. Il avait sauté l'inspection de son condo parce que le condo était récent. Ça lui coûtait 500 quelques dollars pour faire l'inspection de son unité. Il a dit, écoute, pas besoin d'inspecter. Hein? C'était son raisonnement. Et ça, c'est une anecdote qu'il m'a partagée parce que cet acheteur-là avait acheté directement du propriétaire. Quand il est rentré dans son condo, 2 semaines après son arrivée, il aperçoit au plafond une tache. Hey, j'avais pas vu ça, moi. Pas vu ça pendant ma visite. Sa visite avait duré 15 minutes, il avait eu le coup de cœur tout de suite, fait qu'il avait décidé de faire un offre d'achat, mais il n'avait pas remarqué qu'il y avait une petite tache au plafond. Il mentionne le taux au syndicat de copropriété et il s'adonne que dans cet immeuble-là, c'est très bien géré par le syndicat. Les frais de condo sont très élevés, mais c'est vraiment bien géré. Donc, rapidement, quelqu'un du syndicat est envoyé pour faire un test d'humidité au plafond, savoir s'il y avait de l'eau. Il se rend compte qu'il y a de l'eau et que la source de l'eau vient de l'unité d'en haut. Il investigue et effectivement, il y a une petite fuite qui vient de l'eau de la salle de bain de l'étage d'en haut, du copropriétaire très gentil, mais c'est pas de sa faute, ça vient de là. Et là, le syndicat vient faire réparer. Pendant à peu près 1 mois, il y a un trou au plafond parce qu'il investigue sur la cause. Finalement, ça finit par se réparer. Il a donc investigué et s'est rendu compte que plusieurs unités avaient été touchées par des dégâts d'eau, des fuites d'eau. Et que là, l'assureur du syndicat de copropriété était à 2 doigts de quitter le bateau, d'arrêter des assurés, parce qu'il y avait trop de sinistres à la même adresse dans la tour d'immeuble. Le syndicat était proactif et pour pas que l'assureur les abandonne, on a décidé d'installer un système qui s'appelle AquaDetect, un système de détection et d'arrêt de fuite d'eau qui coupe l'alimentation en eau dès qu'il y a une fuite d'eau qui est décelée. Mais ça, évidemment, c'est pas gratuit. Les frais de condo étaient déjà très élevés et ont continué de monter pour payer le système d'AquaDetect. Et ça a été une surprise pour l'acheteur parce qu'il n'a pas fait faire l'inspection, donc il n'avait pas découvert l'historique de sinistre, parce que c'est ça qui a fait qu'il a creusé davantage. Et là, en installant le système d'AquaDetect, les frais de condo ont monté encore plus élevés qu'ils étaient et ils étaient déjà au maximum de tout le secteur. Et pour les immeubles à condo plus petits, par exemple les condos, les immeubles de 3 unités de condo, ça peut être prudent, diligent de faire inspecter aussi la toiture, le balcon, les aires communes, parce que les petits immeubles sont statistiquement plus à risque si vous faites face à des imprévus majeurs, des dépenses significatives. La prochaine erreur, acheter sans avoir fait une étude de la valeur marchande du condo. Il y a un acheteur qui me partage, il me dit « Gabriel, j'ai acheté un condo, 360 000, il était écœurant, je tombe en amour, il est moderne, je l'aime vraiment, c'est un toit et demi bien situé. » J'écoute, moi je l'écoute. Là, cet acheteur-là, 1 an plus tard, désire vendre parce qu'il vient de se faire une blonde, il déménage avec sa blonde. Fait que là, il me dit « Gabriel, j'aimerais ça le vendre, peux-tu faire une étude de combien ça vaut? » Je fais mon étude de marché et je me rends compte qu'au moment où il a acheté, il y avait 2 ou 3 condos vraiment très similaires aux siens qui s'étaient vendus 335 000 versus son prix de 360 000, donc 25 000 en bas de ce que lui avait payé. Il avait donc acheté beaucoup trop cher en se basant uniquement sur son feeling. Tu sais, il en a visité quelques-uns, puis regarde,
Moi, je l'aime, me sens bien, mais il n'y avait pas accès aux données pour s'assurer que le prix payé était le prix juste. Donc, avant de faire le saut, évaluez toujours les comparables vendus récents, les tendances du quartier. Portez attention à l'offre et de demande des derniers mois. Évidemment, un professionnel de l'immobilier pourra vous présenter des données. C'est pour ça qu'on est là, d'ailleurs. On est là pour vous épauler, vous accompagner, à savoir lorsque vous êtes intéressé à acheter un bien ou un autre. Quelle est la valeur exacte que vous devez payer basée sur les comparables vendus du secteur? Et quel secteur a tendance à prendre plus de valeur qu'un autre? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les gens ne portent souvent pas attention à l'impact de la superficie sur la valeur marchande. Par exemple, il y a un condo qui fait 780 pieds carrés. Bien, il vaut évidemment moins qu'un condo similaire de 846 pieds carrés. Même si en les visitant tous les deux, ils semblent assez similaires. Oui, mais la petite différence en superficie affecte la valeur marchande. Il y a d'autres facteurs également qui affectent la valeur, notamment l'étage où on est situé, un condo au rez-de-chaussée, vaut moins cher qu'un condo dans les étages supérieurs. Et le fait d'avoir ou non un stationnement, que ce soit un stationnement extérieur ou intérieur dans un garage, ça l'affecte significativement la valeur marchande. Et l'année de construction joue également un rôle significatif sur la valeur marchande. Un condo construction 2021 va se vendre plus cher qu'un 2014, toutes choses étant égales. La prochaine erreur, c'est acheter un condo neuf sur plan qui peut être très décevant à la livraison. J'ai un client qui me partage, Gabriel, il dit, moi, là, j'ai sauté de l'avant. J'ai un client qui me dit, moi, là, Gabriel, là, j'ai réservé un condo sur plan. Le projet, là, j'étais emballé, il était tellement bien situé. Écoute, j'étais au bureau de vente, il y avait toutes tes photos, il y avait des écrans, puis là, je voyais ça aller, ça avait l'air d'être exceptionnel. Il pensait que le condo, son condo qu'il avait sélectionné, allait venir avec du rangement adéquat, puis que le condo allait être lumineux. Mais à la livraison, un an plus tard, là, très peu de rangement. Les garde-robes étaient miniatures, le rangement dans le condo miniature. C'était vraiment pas ce qu'il avait envisagé à avoir quand il avait regardé les photos, les plans. Et en plus de ça, la superficie sur la documentation fournie par le constructeur, c'était une donnée, la superficie brute qu'on appelle. Alors que ce qui est vraiment important, c'est de regarder la superficie nette au plan du certificat de localisation. Lui pensait acheter un 850 pieds carrés net, mais c'était en fait 850 pieds carrés brut. Puis sur le certificat de localisation, quand il a acheté, finalement, il s'est rendu compte que c'était 760. Donc, beaucoup plus petit qu'il avait envisagé. Et en plus de ça, il y avait une piscine commune qui avait été promise pour le premier été. Mais finalement, elle a été livrée avec 2 ans de retard. Donc, il faut toujours demander un contrat clair. Vérifiez la superficie nette qu'on vous vend à l'aide d'un certificat de localisation. Regardez les inclusions, les échéances pour chaque chose qui est promise. Faites une entente écrite avec des conséquences si ça n'est pas fait. Regardez également la politique de location. Qui seront vos futurs voisins? Seront-ils des propriétaires occupants ou des locataires? Est-ce qu'il y aura une nouvelle phase qui va être construite dans quelques mois puis ça va faire de l'ombre sur votre balcon? Finalement, vous allez avoir de la poussière et du bruit. C'est important de savoir ça préalable pour ne pas vivre dans le bruit, la poussière et être déçu lorsqu'on achète sur plan. La prochaine erreur, acheter pour investir, mais sans comprendre le marché locatif. Il y a un investisseur, il achète un beau condo moderne, très bien situé, presque neuf. Il se fait dire par le constructeur, « Ah ça, tu vas pouvoir le louer ton condo, même si c'est un petit 3,5 miniature au centre-ville, facilement 2400. » Il ne pose pas de questions. Il me dit, Gabriel, moi, je m'étais fait dire ça. Moi, je pensais que c'était facile. On m'avait dit que c'était passif, l'investissement immobilier. Mais là, quand il se met à faire les annonces, il commence à 2400, pas d'appel, il baisse à 2300, puis il finit finalement à 1900 $ pour réussir à louer son petit 3,5, pas de stationnement. Donc, il a dû baisser à un niveau où là, maintenant, il est à perte à chaque mois. Donc, c'est important avant de se lancer dans un projet locatif d'aller vérifier les valeurs locatives. Allez regarder sur Centris, sur Marketplace, quelles sont les valeurs que les propriétaires demandent pour des logements qui sont alloués. Allez valider ça. Faites des appels puis parlez avec des propriétaires qui veulent louer pour vous arrimer avec le marché au départ. Évitez d'avoir des attentes qui sont irréalistes. Il ne faut pas penser qu'acheter un condo locatif et de le gérer, c'est facile et facile. Non, non. Vous devez connaître les valeurs locatives, comme je l'ai mentionné. Faire des publicités pour attirer les gens qui veulent louer. Faire visiter, ensuite gérer la comptabilité, la fiscalité. C'est loin d'être passif. La prochaine erreur, c'est de négliger l'ambiance sociale et humaine de l'immeuble. Un condo, ça peut être magnifique. Mais si l'ambiance dans la tour à condo est tendue, bruyante, désorganisée, bien là, ça affecte votre qualité de vie. Ça affecte aussi la revente. Donc, avant d'acheter, posez-vous ces questions. Quel est le ratio locataire-propriétaire dans l'immeuble? Est-ce qu'il y a beaucoup de roulement? Est-ce que les gens achètent puis après 6 mois, 1 an, 1 an et demi, ils quittent? Si c'est le cas, il faut se poser des questions. Est-ce qu'il y a des conflits récents entre les voisins? Ça, souvent, on trouve ça à travers les procès-verbaux. Les gens mettent des notes, des conflits entre un tel et un tel. Il faut le savoir avant.
Est-ce qu'il y a des problèmes de bruit constant? Les gens se respectent-ils entre copropriétaires et locataires? Est-ce que les gens s'impliquent dans l'immeuble pour que la qualité de vie soit préservée à travers les aires communes, dans la cour, en avant, dans l'entrée? Il y a un acheteur qui me partageait à Huntsic à Montréal. Il me partageait que lui, il a déménagé 14 mois après avoir acheté son condo. Pour la simple et unique raison qu'il s'est rendu compte que l'immeuble était beaucoup trop bruyant. Il y avait des conflits constants dans les corridors entre des locataires qui étaient irrespectueux, qui revenaient tard, sans se soucier nécessairement des autres résidents. Et là, je ne crache pas sur le locataire parce que des conflits, ça peut arriver entre n'importe qui. Mais il faut savoir s'il y a des conflits avant de se lancer. Et lui, il a acheté pour avoir la tranquillité d'esprit, pour se rendre compte qu'il y avait trop de bruit, trop de conflits. Pour lui dire, Gabriel, c'est fini pour moi, je m'en vais m'acheter une maison jumelée, je vais avoir le calme. Si vous avez aimé la vidéo, bien restez parce que j'ai d'autres qui vont suivre que je suis certain que vous allez trouver captivantes. Entre-temps, prenez bien soin de vous.